Alors, pour tous ceux qui veulent poser des questions, vous vous avancez là au micro. Vous vous nommez d'abord pour que, au niveau de la transcription, qu'on sache vous reconnaître. Vous commencez autant que possible par un court préambule, parce que je vois que, oh mon Dieu, déjà on vient à peine d'appeler la liste. C'est mieux d'approcher votre chaise peut-être. Ça va. Donc, je suis aussi informé qu'il y a quand même passablement de personnes ressources dans cette salle pour vous répondre là, au niveau de la ville de Montréal, donc aussi bien à la table là devant que dans la salle. Donc, on va essayer autant que possible de trouver des réponses à vos questions. Monsieur, c'est à vous. Oui, bonsoir. Mon nom, c'est Pierre Brisset du groupe en recherche urbaine. J'aurais un mythe à corriger. Et puis après, ma question ou mon commentaire se dirige au Dr Drouin et à Owen Rose. D'abord, quand on parle de vie de structure de 40 ans, 40 ans est défini par la période d'amortissement de la structure et non la vie utile de la structure en béton. C'est très important, c'est comme si votre hypothèque, après 20 ans, que vous avez payé votre hypothèque, il faut démolir votre maison puis la reconstruire. Alors, 40 ans, c'est pas vieux pour une structure, parce que si c'était vieux, moi, je ne serais pas ici, je serais casé dans les résidences Soleil. Alors, voilà. Alors, j'ai beaucoup apprécié les commentaires de Dr Drouin et j'ai beaucoup aimé votre présentation. Owen, ça m'a beaucoup donné d'enthousiasme et qu'il y a un avenir dans l'avertissement. Commentaire très rapide au Dr Drouin, c'est qu'on parle beaucoup de moratoire du développement autoroutier à Montréal. Je pense que ça va beaucoup plus loin que juste un moratoire. Ça exige un démantèlement aussi d'infrastructures non achevées comme Ville-Marie, Bonaventure, même la 132 dans Longueuil, parce qu'il y a la 30 à l'intérieur des terres. Je crois qu'il faut aller plus loin que juste un moratoire sur le développement autoroutier, mais il faut commencer à considérer, comme beaucoup de villes le font, San Francisco, Portland, etc., un programme de démantèlement de réseaux autoroutiers. Parce que si on veut atteindre l'objectif de réduction de circulation pour améliorer, j'adorais vos cartes où vous avez dit le centre-ville, c'est vraiment une zone où ce n'est pas les gens qui génèrent la pollution, mais ceux qui vivent. Alors, sur ces bons mots, je vous remercie, vous deux, et toutes vos quatre, effectivement. Mais je crois que la prochaine étape, c'est de ne pas juste dire moratoire, mais commencer un programme de démantèlement. Merci. Si vous avez des commentaires. C'était un commentaire ou une question? Bien, c'était un peu commentaire, mais... En espérant une réponse. Oui. Voilà. Quelqu'un veut renchérir, appuyer? Oui, monsieur? Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on se dit toujours que le Québec est pauvre, mais on va dépenser 3 milliards de dollars sur l'échangeur Turco, qu'on va dépenser des centaines de millions de dollars sur l'autoroute Notre-Dame, sur l'autoroute du 19, qu'on va dépenser sur le pont Champlain. Le Québec n'est pas pauvre, on dépense mal notre argent. Et que 3 milliards de dollars, ça achète pas mal de tramways, ça achète pas mal de transports collectifs. Alors, c'est juste une question de revoir nos priorités. Et l'idée des autoroutes, quand on voit les démonstrations scientifiques si bien faites, en disant qu'il faut qu'on mise sur une densité à échelle humaine pour qu'on marche, pour qu'on prenne les vélos et les transports collectifs, l'autoroute et les ponts n'est pas l'avenue du 21e siècle. Et on va arriver d'une façon ou d'une autre, mais ça, c'est l'avis du Centre d'écologie urbaine, du Conseil régional de l'environnement, de mobilisation Turco, d'énormément de groupes, y compris Santé publique, qui peut peut-être renchérir là-dessus. Bien, on voulait y aller étape par étape parce qu'on trouvait que actuellement, on a beaucoup de projets, malheureusement, qui vont dans le sens contraire au niveau des capacités routières vers Montréal. On a eu la 25 en 2005. Du côté de l'échangeur Turco, ce qui n'est pas contre la reconstruction de l'échangeur, parce qu'il y avait une question de sécurité, puis ça, c'est très clair, mais c'était le type de projet.
Moi, ce que je retiens toujours dans Turcot, c'est que la capacité routière augmente à 316 000 véhicules par jour versus 280 000 actuellement. Donc, c'est une augmentation de capacité, puis cette circulation-là, ce qui nous préoccupe, va en partie dans les quartiers centraux de Montréal, où les gens sont impactés. C'est ce qu'on a voulu démontrer. Puis ce que les gens nous disent, bien, on veut le contraire. On veut plutôt une réduction des volumes dans les quartiers centraux. L'autre chose qui nous préoccupe, puis et c'est vraiment en connexion avec Turcot, c'est Champlain, où encore là, on passe de 5 voies à 6 voies. Et on va être obligé de passer de 2 voies à 3 voies de chaque bord du côté de la 15 en sortant de Champlain du côté d'Atwater. Encore là, on a demandé une évaluation de l'impact sur l'augmentation des volumes de circulation en direction de Montréal par ce nouveau projet. Je pense que c'est important. Nous, on pense qu'il faut faire le contraire. C'est que si vous voulez que les gens fassent le fameux chiffre modal sur le transport en commun, il faut d'abord privilégier un service de transport en commun efficace, rapide, peu coûteux, et les gens vont le prendre. Si la personne s'aperçoit que pour aller travailler, c'est 30 minutes en transport en commun, puis 50 minutes en auto, ils vont prendre le transport en commun. C'est aussi simple que ça. C'est ce que les économistes des HEC me disent. Il faut rendre le produit attrayant, rapide. C'est le principal déterminant. Et surtout, là où il y a beaucoup de monde qui y vivent. Donc pour nous, c'est très clair. Pour amener le chiffre modal, il faut privilégier davantage des projets structurants à haute capacité de transport en commun, implantés d'abord et avant tout là où il y a du monde, donc des usagers. Puis si vous voyez le graphique sur la densité, vous avez 2,2 millions de personnes qui vivent à moins de 15 km des principaux pôles d'emploi. Mais c'est d'abord là qu'il faut structurer le système de transport en commun plutôt que des trains qui vont pas mal loin en couronne et qui, à notre avis, va privilégier davantage l'étalement urbain. Oui, puis c'est pas rentable économiquement. Je vous remercie beaucoup. Merci. Et juste un dernier commentaire, c'est que quand on parle de réfection des infrastructures routières, on parle d'environ 40 milliards dans 10 ans. Ça, c'est beaucoup d'argent si c'était retranché et redistribué équitablement sur les transports en commun. Je vous remercie et souhaite bonne fin de congrès. Merci beaucoup. Madame. Sylvie Bibeau, directrice du comité ZIP Jacques-Cartier, ZIP aux zones d'intervention prioritaires sur le fleuve Saint-Laurent. Alors, dans ce PMAD, on a l'impression que le fleuve n'est qu'un accessoire visuel pour Montréal, mais pourtant, il a un rôle important qu'on oublie de prendre en compte. Il est la source d'eau potable pour tous les Montréalais. Il est aussi le réceptacle des eaux usées et pluviales. Alors, pour moi, la question du panel aurait dû être plutôt quelles sont les opportunités que doit saisir Montréal pour devenir une ville plus verte et plus bleue et planifier son adaptation au changement climatique. Parce que selon les études récentes sur les impacts des changements climatiques, sur les niveaux d'eau du fleuve, Montréal perdra 1 mètre d'eau sous le zéro des cartes sur une période de près de 8 mois par année d'ici 40 ans. Déjà, on observe cet impact. Certaines années, on peut observer que ça peut durer aussi pendant quelques mois, cette perte d'eau dans le fleuve. Alors, durant ces périodes de bas niveau d'eau, certains émissaires d'ouvrages de débordement se retrouvent près d'être en immersion. Dans ce PMAD, on ne parle pas des impacts des changements climatiques sur le fleuve. Donc, une priorité, ça ne l'est pas. Selon vous, quelle devrait être la place du fleuve dans l'adaptation au changement climatique pour Montréal et quelle orientation prioritaire devrait paraître dans ce PMAD, dans ce PMD, dans ce PDM? PDM.
On va finir par Les l'avoir. plans chartes et politiques. Qui à veut toutes les répondre à années. ça en premier? Quelqu'un veut répondre en premier? Monsieur Bourque, peut-être. Ben, en fait, c'est une bonne question. Malheureusement, en tout cas, parlant d'Ouranos, on a beaucoup travaillé au cours des 10 dernières années sur différents bassins versants. On a eu tendance à travailler sur des bassins versants où il y avait seulement 1 ou 2 usagers historiquement, donc souvent des bassins versants dans le Grand Nord, d'Hydro-Québec, etc., qui ont des questions économiques importantes, on le comprend. Ensuite, on est allé de plus en plus vers les bassins versants ruraux du sud du Québec, la Saint-François, ou en tout cas plein de bassins versants du sud du Québec. Et en fait, on commence à étudier. Vous avez mentionné le fameux chiffre de 1 mètre de diminution du niveau d'eau. Honnêtement, beaucoup de scientifiques commencent à être un peu gênés de ce chiffre-là, puisque l'étude date d'à peu près 10 ans. Elle utilise des simulateurs climatiques d'une vieille génération. Donc, nous, on ne recommande pas de mettre trop de poids à ce fameux 1 mètre-là. Mais je peux vous revenir là-dessus, parce que lors des rendez-vous Saint-Laurent, au mois de mars, les chercheurs étaient tous là, même vos chercheurs d'Ouranos, et on m'a encore confirmé ce chiffre-là. Alors, Ben, en fait, c'est le scénario le plus extrême. Là. Probablement que... c'est même pas le plus extrême. Il y en a 2 qui sont dans la réalité, et celui-là, il en fait partie. Juste avant de venir ici, en fait, nous étions en préparation à développer une proposition de recherche assez importante pour justement mettre à jour ces chiffres-là et peut-être passer davantage d'un mode d'analyse des impacts, parce qu'il y a un peu de travail qui a été fait sur l'analyse des impacts, mais aussi sur le développement de solutions d'adaptation. Parce que là, je pense qu'à date, on a toujours été dans les études exploratoires sur les impacts. Là, on veut s'en aller davantage vers les options d'adaptation. Et puis, en fait, on peut en pleurer ou on peut en bénéficier, mais effectivement, depuis les 15 dernières années, on a eu amplement d'exemples là, du genre d'impact qui pouvait se produire et quel genre d'adaptation et quel genre de maladaptation qui se sont produits. J'ai appris, en fait, il y a quelques jours, dans le cadre du développement de cette proposition-là, qu'il y en a qui vont au Canadian Tire, qui vont acheter des grands tapis verts artificiels roulants, puis qui déroulent ça sur le bord de l'eau pour remplacer le gazon. Alors, est-ce que c'est le genre d'adaptation qu'on veut avoir? Mais pour revenir à ma question, selon vous, quelle devrait être la place du fleuve dans l'adaptation au changement climatique pour Montréal et quelle orientation prioritaire devrait paraître dans le PDM? Moi, je vais répondre avec les connaissances que j'ai au nom du Centre d'écologie urbaine. Dès 2005, quand on a sorti notre première publication sur les toits verts, on est allé voir l'usine d'épuration des eaux à l'est de l'île de Montréal pour apprendre qu'à chaque orage pendant la saison estivale, il y a des surverses d'eau non traitées direct dans le fleuve à l'est de l'île et que l'objectif de comprendre combien de surverses qui arrivent annuellement, et il y en a beaucoup. Alors, ce n'est pas toute l'eau de la ville de Montréal qui est traitée avant que ça entre dans le fleuve Saint-Laurent, avant que ça soit bu par toutes les villes en aval, plus loin, que les toits verts, l'imperméabilisation des sols, toute forme de traiter les eaux sur place, évite les surverses d'eau sales qui contaminent le fleuve Saint-Laurent. Et avec les changements climatiques, il y aura de plus en plus d'épisodes de pluie forte. Alors, le plus qu'on est capable de traiter ces eaux sur site avec les toits verts et les autres stratégies de verdissement, le moins que ça va affecter le fleuve Saint-Laurent. Alors, ça, c'est la réponse par rapport à les expertises que j'ai, malgré la sensibilité que j'ai par rapport à tous les autres usages possibles et la mise en valeur des berges de l'île de Montréal et l'accessibilité à l'eau du fleuve. Mais depuis 2 ans, avec la station d'épuration des eaux usées, on travaille à identifier les ouvrages de débordement à risque d'immersion parce qu'on l'observe ces dernières années. Alors, pour moi, c'est une priorité dans ce PDM, mais on ne voit pas du tout les impacts des changements climatiques sur le fleuve Saint-Laurent. Et le fleuve Saint-Laurent est très important pour Montréal. Alors, je crois qu'on a un gros travail à faire en tant qu'organisation pour que ce problème apparaisse dans le PDM et qu'on investisse de l'argent pour s'adapter à ces changements climatiques. Merci, Madame. Une position, vous pourriez certainement nous faire parvenir dans un beau mémoire pour le mois de septembre. Merci. Mais ce que j'aimerais rajouter, je pense excusez-moi, M. Drouin. Elle a raison, parce que quand le service de l'eau de la Ville de Montréal publie l'indice Qualo,
sur Oui. la qualité de l'eau. plans. Puis on Oui, s'aperçoit baignade. toujours, quand il y a des bonnes pluies, il y a une détérioration de la qualité microbiologique de l'eau, ce qui signe des surverses. Donc, c'est évident qu'il faut augmenter la capacité de traitement des eaux usées à l'usine, surtout en pluies diluviennes qui sont de plus en plus importantes. Ce n'est pas un problème spécifique à Montréal, c'est à peu près partout en province, sur l'efficacité du traitement des eaux usées. L'autre élément aussi qui peut être problématique, je ne connais pas l'idée du 1 mètre, mais en tout cas, je ne sais pas, ça va être 1 mètre ou 0,5 mètre, mais c'est les prises d'eau potable là, qu'il va falloir regarder. Parce que si le niveau du fleuve diminue, on peut se poser la question si la prise est à bonne place. Ça, c'est une question qui devrait préoccuper les planificateurs. Je ne suis pas l'expert là-dessus, mais j'avais déjà lu une publication sur la localisation des prises d'eau potable, peut-être à ligne. En fait, tout ça est assez complexe aussi parce qu'il faut se rappeler que tout ça est lié aussi avec la gestion du système Grand Lac-Saint-Laurent via... et donc, l'approvisionnement en eau potable est un des 3 enjeux prioritaires avec le transport maritime, la production d'énergie. Et puis, on a rajouté d'autres critères comme des aspects environnementaux, etc. Et donc, en théorie, on prend des décisions d'ouvrir les vannes au bon moment si on est pour atteindre des seuils critiques. C'est sûr qu'avec les changements climatiques, il va y avoir des pressions pour que peut-être que ça devienne un petit peu moins faisable dans certaines situations extrêmes, notamment en réalisant que naturellement les gens des Grands Lacs ont aussi des problèmes d'apport en eau. Alors là, il pourrait éventuellement, à terme, y avoir des enjeux de choix. Oui, madame. Excusez-moi. À votre connaissance, et même à la connaissance des gens de la Ville, est-ce qu'il y a présentement une table ou un chantier en cours qui réunit à la fois experts dans les domaines, planificateurs, décideurs, pour étudier ces questions-là, ou chacun le fait un petit peu de son côté selon son expertise? En lien avec le Saint-Laurent? Oui. En fait, ce qui est arrivé, c'est que lors de la révision des critères, critères de la Commission mixte internationale, il y a eu beaucoup d'études qui ont été financées 2000-2005 pour justement évaluer tout ça. Et puis là, il y a eu beaucoup moins de travail qui a été fait par la suite. D'ailleurs, c'est intéressant parce que suite aux études, il n'y a pas vraiment eu de décision de révision des critères. On parle là, récemment de revoir tout ça. Nous, à Ouranos, là, vraiment, on essaie au cours des prochains mois, des prochaines années, de raviver ces études-là. Et là, présentement, on est en plein développement d'une proposition qui regarderait l'impact des fluctuations de niveau d'eau sur espérons-le, sur le transport maritime, sur l'approvisionnement en eau potable, sur le tourisme, les activités de récréation, etc. On a quelque chose comme 8-9 thématiques. Mais bon, c'est pas simple. Il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup d'acteurs. Chaque thématique, comme vous le dites, est un peu un environnement d'acteurs et de chercheurs en soi. Et donc, c'est un de notre rôle à Ouranos d'essayer de coordonner et de regrouper chercheurs, utilisateurs pour analyser ces données-là. Mais je peux juste renchérir. Quand je mentionne qu'on cherche plus de transversalité à la Ville de Montréal, on aimerait ça, plus de transversalité et de transparence pour que les services à la Ville, parce qu'il y en a beaucoup, il y a un service qui traite la gestion des eaux de pluie, un service qui traite le développement durable, un service qui traite l'urbanisme, un service qui traite la voirie, un service qui traite, mais que ça ne veut pas dire qu'ils se parlent entre eux. Et il y a des intelligences et des connaissances incroyables à l'intérieur de la ville, mais ce n'est pas nécessairement partagé. Alors, comment est-ce qu'on peut créer les occasions de partage interne, mais aussi les occasions d'ouverture vers les experts de la société civile pour qu'ils aient confiance à nous écouter et discuter avec nous par rapport aux politiques et plans et aux idées, pour qu'il y ait une cohérence. Et ça, c'est un grand enjeu que l'on constate à l'extérieur de la ville de Montréal. Monsieur, c'est à vous. Okay. My name is Robert Hatchley. I'm a resident of Western Downtown. And I have a question about green spaces. We have a problem with green spaces in our area, and it may be shared by other parts of the central part of Montreal, which is that every site that has come on the market or that might have been available to be created into a green space in our area, and there's been several in the last few years, has been allowed by the city to
being taken over by condo developers for condo developments. Most of these sites were originally institutional in character, and the most famous one that's worth mentioning, I think, on its own is that of Marianopolis College, which was previously, I think, a College de Philosophie of the Sulpician Order. This was a building located in quite a large green space, the size of quite a sizable park. And although it was part of Marianopolis College, people were allowed to use it. You know, people were allowed to just walk through it and so on and so forth. And what the city permitted a developer to do was to enclose the whole park and create a gated community, which is really unprecedented in Montreal. So we've come to the point that virtually all the places that might have been, all the spaces that might have been available to be transformed into green spaces have been taken up by condos. One of the reasons given for this by the city is, of course, to create more density. Although, in fact, in my view, the real motive, or the stronger motive, is really to expand the tax base of the city. So my question then is this. Do you have any ideas, and I put this to anyone, about how creating more density might be reconciled with preserving a certain number of green spaces in the central parts of the city? Because we're really in danger of running out of any green space at the rate things are going. Quelqu'un veut se porter volontaire pour commencer? C'est le conflit dont plusieurs ont parlé, de la disponibilité de l'espace, c'est ce qu'on en fait, de l'espace vert et ce qu'on en fait. Moi, j'ai toute une présentation sur la densité urbaine à échelle humaine qui traite exactement ça, les récompenses qu'on devrait exiger pour la densité urbaine, et que ça traite le fait que c'est quoi la densité qu'on cherche et c'est quoi la définition de la densité ou la haute densité. Parce qu'on oublie que le plateau est un des quartiers les plus densément peuplés en Amérique, mais il y a très peu de tours d'habitation. Mais ça donne une densité très agréable. Alors, c'est une question de définir la densité et en augmentant la taxe foncière de cette densité-là, d'exiger les récompenses pour la densité, qui est les équipements de qualité, les parcs, etc. Alors, vous faites des très bons constats et Griffintown en est un bel exemple aussi, qui est un exemple flagrant de comment on peut mal gérer l'aménagement des parcs et des services publics dans un quartier que l'on voyait venir depuis très longtemps. Monsieur Rose, dans votre vocabulaire, récompense, c'est l'équivalent de compensation? L'équivalent de donner les citoyens les services et les équipements de qualité. OK. Alors, récompenser la densité, on n'est pas là pour être entassés tout ensemble comme les sardines, mais avoir les espaces publics et les services de qualité qui récompensent. Et ça comprend beaucoup de verdissement aussi. Monsieur Drouin, vous vouliez dire quelque chose? Oh, pardon, Monsieur Duchemin. J'irais dans le même sens que Owen. Il faut densifier, oui, mais il faut densifier pour après ça créer un milieu de vie. Et pour ça, il faut mettre en place des objectifs, il faut mettre en place des façons de faire. Lorsque des bâtiments sont construits, des condos, entre autres, ou autres bâtiments à logement, il y a une superficie qui est censée être mise en espace vert. Où il y a une pénalité, à mon sens, de pas pénalité, on devrait avoir un pourcentage en espace vert. Malheureusement, ces espaces verts-là, souvent, sont au centre des bâtiments. À mon sens, ça ne devrait pas être reconnu. On se dit, oui, c'est public, c'est ouvert, vous pouvez passer, mais le problème, c'est qu'on se ramasse dans une cour intérieure. Donc, les citoyens ne le font pas, et à mon sens, ça ne doit pas avoir lieu. Par ailleurs, moi, personnellement, j'ai vu des cas, par exemple, dans le quartier Pointe-Saint-Charles, les condos sont mis en place, et l'argument de vente, c'était, il y a un jardin communautaire juste à côté, à 50 mètres à pied. Donc, vraiment, juste à côté. Vous pouvez en profiter. Non, c'est pas vrai, parce qu'il y a des réglementations pour avoir accès à ces jardins communautaires-là, mais peut-être qu'un propriétaire comme ça devrait financer des projets d'agriculture urbaine si effectivement il veut que ces gens, ils devraient en faire. Donc, on devrait forcer quelque part les nouveaux développeurs à financer les espaces verts. Il nous reste beaucoup d'espaces résiduels qu'on peut utiliser en ville. Il faut seulement avoir les idées et avoir quelque part la volonté politique de le faire. Et effectivement, on voit tranquillement et on voit dans les quartiers disparaître ce qu'on appelle des dents creuses ou des petites friches et des petits espaces qui n'étaient pas construits. Comme le prix de l'achat de terrain est tellement cher que, bien entendu, les condos qui se construisent du trottoir
jusqu'à l'autre voisin. Donc, il n'y a plus de cour arrière et il n'y a même plus de petit espace devant les buildings. Je trouve un peu aberrant qu'on permette de construire des nouveaux bâtiments se construire directement au trottoir. Ça veut dire aussi pas de balcon. Parce qu'on ne peut pas avoir un balcon. Donc, je pense qu'il y a des réglementations comme ça dans les plans d'urbanisme qui devraient être mis en place pour créer ces espaces-là. Monsieur Beau? Je ne connais pas spécifiquement ce projet-là, mais je pense que ça fait référence aussi au point que je mentionnais, que lorsqu'on développe des projets ou on fait des activités, normalement, on fait une forme d'analyse coût-bénéfice, une genre d'équation pour tenter de déterminer les gains versus les pertes. Et mon impression, c'est que notamment ce cas-là illustre le fait qu'il y a des pertes pour tous ces usagers qui utilisent cet espace vert-là ou qui pourraient l'utiliser, et ils ne sont pas nécessairement calculés dans l'équation. Donc, on compile certains bénéfices et on oublie d'autres coûts, qui fait en sorte que ça nous amène à des conclusions qui ne sont peut-être pas les bonnes conclusions à avoir. Monsieur Drouin? Un espace vert, c'est toujours extrêmement intéressant pour la santé de la population, hein, on le sait. D'ailleurs, celui qui a poussé beaucoup les espaces verts dans les milieux denses, c'est M. Olmsted, Parc Olmsted, Incroyable. Central Park à New York. Puis on faisait ça pour une question de santé publique à l'époque, pour la qualité de l'air, l'amélioration. Moi, je pense qu'il faut prévoir, peut-être dans ce qui va venir après le plan de développement, c'est les règlements d'urbanisme à l'échelle locale, puis de fixer des cibles d'espace de verdissement dans les quartiers montréalais. Il me semble qu'on pourrait même définir des cibles quantifiables à atteindre. L'autre élément, c'est qu'on peut verdir l'espace public, mais j'ai en mémoire un quartier 21 qu'on a visité, qui est dans le quartier Centre-Sud, où il y a des groupes communautaires qui réussissent à verdir des espaces privés de stationnement. Stationnements qui sont donnés aux groupes communautaires sous forme de contrat et on les verdit. Puis on a beaucoup de projets actuellement en émergence. Donc, moi, je pense que dans votre quartier, écoutez, continuez vos représentations parce que je pense que le vert, c'est extrêmement intéressant pour nos familles. Thank you very Merci. much. Thank you. Monsieur? Bonjour, Bastien Guérard de Aquaclimax. Je viens faire un commentaire et poser une question. Toutes vos interventions étaient liées à l'eau, que ce soit pour la santé publique, réduire les îlots de chaleur, l'agriculture urbaine, la gestion des risques climatiques ou l'architecture verte. Et je voudrais savoir si, premièrement, peut-être que vous ne connaissez pas l'empreinte de l'eau qui a été développée par l'UNESCO ou IHE, qui, contrairement à l'empreinte carbone, a une reconnaissance scientifique. Si vous pensez considérer l'empreinte de l'eau comme outil pour faire des choix de développement urbain, à cause que je pense que ce serait intéressant de considérer notre empreinte de l'eau dans notre aménagement, soit pour réduire les îlots de chaleur, l'agriculture urbaine ou valoriser l'architecture verte. Et je pense que Montréal aurait le devoir de prendre le leadership là-dessus, à cause que, comme on parlait, la réduction de l'eau dans le fleuve Saint-Laurent, si on prend le leadership sur réduire notre empreinte de l'eau, on va prêcher par l'exemple pour les autres villes qui sont en amont. Alors, je pense que ce serait important de considérer l'empreinte de l'eau dans un plan de développement. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Merci. Oui? C'est du chemin? Lorsque tu parles de l'empreinte de l'eau, c'est la quantité d'eau utilisée? Ou c'est... Non, l'empreinte de l'eau, peut-être vous expliquer, l'empreinte de l'eau, c'est la quantité, on peut faire l'empreinte de l'eau pour un produit, c'est la quantité d'eau nécessaire pour produire un bien ou un service. Et ça calcule l'empreinte l'eau verte, qui est l'humidité du sol et la pluie. L'eau bleue, qui est tout ce qui est eau de surface ou eau souterraine intégrée. Et l'eau grise, c'est la quantité d'eau nécessaire pour tuer la pollution qu'on a générée. Alors, je pense qu'on peut l'appliquer pour un produit, mais aussi on peut l'appliquer pour une zone géographique.
Alors, ça pourrait être intéressant pour le développement urbain. Ouais, mais je pense que chacune de nos présentations, on a bien précisé que l'eau était vraiment un enjeu et que le verdissement ou l'agriculture urbaine servait souvent à empêcher de perdre de l'eau. Il y a le défi aussi de l'utilisation de l'eau, d'où provient cette eau-là. Donc, une meilleure récupération pour la réutilisation et un cycle le plus fermé possible. Et là, on pourrait se passer dans les problèmes du bâtiment. On ne peut pas détourner les drains centraux des bâtiments à Montréal pour en mettre dans des réservoirs. Enfin, on peut le faire à nos risques et périls, mais ça ne fait pas partie des règlements les registres du bâtiment ne le permettent pas. Donc, il y a des choses à faire pour essayer de réussir tranquillement. Il y a des exemples qui existent de certaines villes où il y a une forte récupération d'eau, de ruissellement. Il y a un cas, je me dis la Société du Havre, c'est pas ça, mais je pense que c'est le Havre, que ça s'appelle le développement le long du canal de la Chine, où ils remettent en état les bassins pour vraiment essayer de récupérer les eaux de ruissellement, les traiter avant qu'ils repartent après ça dans le canal de la Chine. C'était une grosse bataille par des architectes pour le faire, tandis on parlait des déversements tantôt. Des déversements sont dans le canal de la Chine, entre autres. Et je peux vous dire que quand il y a de forte pluie, il ne faut pas être trop se promener au-dessus du canal de la Chine. Donc, il y a des façons de faire. Je pense qu'il y a des choses et que c'est en cours. C'est là et tranquillement, on va le développer. Oui, mais l'empreinte de l'eau, justement, ça pourrait être un outil, justement, pour fédérer un peu tous les différents projets, les différentes initiatives pour faire des choix judicieux. Alors, c'est intéressant parce qu'on a ce genre de conversation quand on regarde des projets de verdissement et on pose la question, est-ce qu'on utilise l'eau potable de la Ville de Montréal pour le projet de verdissement ou est-ce qu'on choisit le paysage, les plantes, l'aménagement pour qu'on utilise le peu que possible l'eau potable de la Ville et on travaille avec les plantes rustiques capables de survivre dans une période de sécheresse. L'empreinte de l'eau, c'est comme l'énergie intrinsique des produits. Alors, même chose, mais c'est la première fois que j'entends le terme « l'empreinte de l'eau ». Mais c'est très, très intéressant. Et même dans nos projets de verdissement, on pose des questions. Est-ce que c'est l'eau potable de la ville qu'on utilise ou est-ce qu'on est capable d'être autonome et même récupérer les eaux sur place pour qu'on est capable d'arroser nos propres aménagements sans dépendre des eaux potables de la Ville de Montréal? Alors, c'est une très bonne question. L'empreinte de l'eau pourrait permettre de justement distinguer entre l'eau verte et l'eau bleue. L'eau de pluie qu'on utilise pour arroser, tandis que l'eau bleue, c'est de l'eau qu'on prendrait de nos systèmes. Alors, je pense que c'est quelque chose à regarder. Je sais que la ville de Tokyo manque d'eau, puis ils se sont aperçus que s'ils récupéraient toute l'eau de pluie qui tombe sur la ville, bingo, il n'y aura plus de problème d'eau. Alors, je pense que ce serait intéressant de regarder cette avenue-là. Vous pourriez, s'il vous plaît, nous fournir des références à la Commission sur cette Avec plaisir. approche méthodologique? Oui, sans problème. Merci. Merci, au revoir. Monsieur? Oui. Bonsoir, Bonsoir. Pierre Bellec de Sauverdy. Alors, c'est un peu à l'invitation de Mme Roy que je viens au micro pour soulever un point qui pourra susciter peut-être des réactions, effectivement, de la part des gens du panel, que j'ai beaucoup aimé écouter, puis j'ai appris beaucoup de choses. Au cours des 3 dernières années, avec la Ville, Sauverdy a travaillé l'élaboration du plan d'action Canopée. Le plan d'action Canopée, c'est une étude exhaustive de la canopée de Montréal, puisque tous les arbres, enfin tous les groupements d'arbres ont été identifiés. C'est-à-dire qu'on sait très exactement quelle est la canopée à chacun des endroits de la ville. Et la conclusion de ce plan, c'est l'affirmation suivante: on doit planter beaucoup plus massivement à l'extérieur du domaine public municipal que sur le domaine municipal lui-même. Les objectifs étant, sur 300 000 arbres, 120 000 domaines publics municipaux et 180 000 domaines extra-municipaux, c'est-à-dire privés, résidentiels, commercial, industriel et institutionnel. Bon. Alors, mon intervention précise, c'est pour essayer de susciter une prise de conscience. Je lis les textes qui viennent de l'Office, qui viennent d'ailleurs, des interventions. Et ce que j'entends, c'est un vocabulaire ou des phrasés qui parlent de verdissement, et puis on glisse vers l'espace vert, et puis finalement on comprend que c'est des arbres qu'on devrait planter sur le domaine public. Quand on parle des parcs, quand on parle des espaces verts, c'est le domaine public.
Or, le problème, il n'est pas là. Il est à l'extérieur du domaine public, principalement en tout cas. Et j'ai l'impression que culturellement, on reproduit tous le même langage, qui est au fond celui de la pratique francophone de l'Est de Montréal. C'est la ville qui plante des arbres, pas moi. Je ne sais pas si vous me saisissez, mais si on veut faire passer le message qu'on veut inciter les gens à planter des arbres dans leur cours, il faut être bien plus clair que ça dans ce qu'on dit. J'ai terminé. Des réactions, je n'ai pas eu l'impression que vous plantiez des arbres dans le domaine public, là, dans vos interventions. Non, moi je dirais qu'effectivement, il faut s'accaparer le domaine privé. Mais je dirais qu'il faut toujours penser que c'est un milieu de vie où les gens vivent. Et que les arbres, c'est du long terme, ça construit. Et si on veut mobiliser les gens à planter, et moi je le vois alentour de chez moi, si vous leur dites planter des poiriers, planter des pommiers, planter des choses, ça se fait. Lorsqu'on arrive à vouloir planter des arbres qui deviennent matures, après ça, bien entendu, il y a des règlements, il y a la politique de l'arbre qui défend ces arbres-là, parce qu'il faut les conserver. Et les gens ne veulent pas parce qu'ils ont trop peur. Et ils n'ont pas l'impression que c'est utile, ils ont l'impression que ça fait trop d'ombre. Est-ce que là, c'est juste le lien entre faire du verdissement, faire de la canopée? Quand chez les individus, les gens finissent par dire, ben oui, mais j'aimerais aussi avoir du soleil, conserver un espace, donc il faut réussir à planter des arbres qui vont dire, ça va me faire de l'ombre, mais pour moi, ça apporte une utilité. Et je pense que c'est ce contexte-là, et il n'y a pas de discussion, et j'ai fait partie du comité sur la stratégie de verdissement de la Ville de Montréal qui n'a pas eu lieu. Et quand je suis arrivé, on parlait des eaux de chaleur, on ne parlait même pas d'agriculture urbaine, on ne parlait pas de planter des arbres fruitiers. On parlait de verdissement et on est encore dans le verdissement aussi de grands parcs. Hein. On parle, comme vous disiez, on parle toujours du domaine public, les parcs, etc. Et je pense que c'est le lieu, le parc, d'avoir des beaux parcs, des beaux boisés. Des fois, je trouve qu'il y a un peu trop de gazon, il doit y avoir un peu plus de densité, un peu plus de canopée à ces endroits-là. Mais pour le domaine, je pense que le domaine individuel, le domaine privé, même les compagnies qui commencent à s'y mettre, les arbres fruitiers ou autres, c'est aussi une avenue. Et on a tendance à l'oublier, celle-là. Je ne voudrais pas ouvrir un débat, mais je ne suis pas complètement d'accord. J'ai vu un endroit que je ne nommerai pas, où on nous a dit, peux-tu planter des arbres des fruitiers, s'il te plaît? C'est une grande organisation caritative à Montréal. On n'avait pas au moment où ça s'est fait, et Dieu merci, parce qu'ils n'ont jamais arrosé de l'été. Alors, des arbres fruitiers, là, c'est un enfant toute sa vie, on s'en occupe toute sa vie, ça demande de la compétence, ça demande beaucoup de choses. Je pense que c'est tout à fait réaliste de voir plus d'arbres fruitiers en ville. Mais la substitution d'un arbre à canopée importante, d'une manière générale, par des arbres fruitiers, c'est une erreur que je ne peux pas appuyer. On pourra en débattre longtemps. Moi, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il ne faut pas en considérer d'autres. Chez moi, j'ai pas très grand, j'ai un frêne qui pousse, peut-être que je vais perdre. J'avais un érable giguère, j'ai des vignes, j'ai des kiwis, mais je regarde mon frêne et je suis désolé, il faut que je m'en occupe parce qu'il va finir par être tellement imposant que pas que moi qui ne pourra plus avoir un jardin, tous mes voisins ne pourront plus l'avoir. Donc, c'est la gestion aussi avec mes voisins, parce que moi, je l'ai placé à un endroit où il ne me gêne pas, mais mon voisin derrière, par exemple, il va finir par le gêner. Donc, c'est cette gestion-là aussi. Donc, dans le domaine, on parle de domaine privé. Hein, après ça, les entreprises, vous verrez, effectivement, il faut avoir un plan de gestion de ces vergers-là qui existent. Mais... Teron. Non, il y en a qui existent quand même. Les hôtels-dieu, il y en a quelques-uns, mais j'aime mieux parler de réalité d'ensemble. Nous, on a planté 22 000 à Montréal des arbres depuis 6 ans. 22 000. Nous et d'autres associations. On n'est plus dans un symbole, là. On est dans des réalités grosses. Mais moi j'aimerais... Il y avait deux autres réactions, M. Je suis d'accord. Quand on regarde la carte des îlots de chaleur, on a beaucoup d'îlots dans les parcs industriels, dans les stationnements de centres commerciaux, des stations d'essence. C'est tous des espaces privés. Bien d'accord avec toi. Mais c'est la question que je pose. Il me semble que j'ai vu un arrondissement qui avait passé une réglementation dans son plan d'urbanisme pour obliger. Saint-Laurent, probablement. Je pense que c'est Saint-Laurent. Saint-Laurent a le verdissement des stationnements au niveau... des règles relatives à la canopée à atteindre à terme.
mais c'est quelque chose qu'on devrait voir se généraliser Absolument. dans tous les arrondissements. C'est une des solutions. L'autre élément, j'ai en tête, c'est un petit projet, là, Quartier 21 encore, qu'on a visité sur Jean Talon, entre Lacordaire et Viau. Puis on veut verdir en plantant des arbres. Puis c'est avec les entreprises, les commerçants. Oui. Et on a vu les difficultés pour les convaincre, parce qu'ils ont toujours peur que trop d'ombre, il y a des feuilles qui tombent dans les drains, puis ça peut y bloquer, mais ils sont en train de réussir. Mais je peux vous dire que l'espace entre la rue, ils se sont aperçus qu'au niveau du domaine public de la rue, c'est à peu près impossible. Puis, Sur Jean Talon, il y a des points de tarte extraordinaires dans cet endroit-là parce que les façades sont de biais. Mais moi, je pense qu'il y a aussi ça, là, convaincre, puis pousser. Mais Les emplois commerciaux, c'est le plus difficile. Monsieur Bourque, vous vouliez réagir? Et En fait, je voulais juste rajouter le fait que nous, et d'ailleurs avec les gens de l'INSPQ puis le Bureau de normalisation du Québec, on a développé un projet pour... on ne s'est pas rendu à la norme, mais on est quasiment à la norme, pour justement développer un guide pour comment construire un stationnement avec des arbres pour réduire les îlots de chaleur, etc. Et je pense que le guide semble intéresser plusieurs arrondissements ou municipalités pour pouvoir potentiellement l'implanter. Alors, soit qu'il s'agit que ça devienne en mode, puis qu'il y a des gens qui veulent donc utiliser ça pour des stationnements. Et là, je pense que le potentiel de verdir des stationnements... On vient de terminer le plan de plantation pour l'école Vanguard, qui est l'ancienne crèche de Côte-de-Liesse. Et la performance est au-delà de 50 de canopée à terme, dans ce que l'école a accepté de faire. Alors, ça se fait, mais c'est sûr qu'un règlement par rapport au stationnement, là, ça aide beaucoup. Ouais. Mais mon point, c'était pour dire aussi qu'en plus, les outils sont disponibles, les trucs comme le problème de feuilles, etc., est abordé dans quels sont les problèmes, les défis par rapport à un stationnement classique versus un stationnement. Donc, je pense que c'est une question de soit que ça devienne populaire ou soit que ça soit forcé. Populaire, c'est mieux. Monsieur Rose? Il faut aussi dire que le Conseil régional de l'environnement a publié un rapport sur comment verdir les stationnements, comment gérer les eaux de pluie des stationnements, etc. Mais je partage avec vous une information que j'ai eue en 2004 ou 2005 autour de l'adoption de la politique de l'arbre. La Ville de Montréal, à ce moment-là, s'était engagée à planter autour de 5 000 arbres par année. Je pense même que c'était une promesse électorale. Et j'ai parlé avec quelqu'un au jardin botanique disant que, wow, c'est bien, 5 000 arbres par année. Il dit, mais c'est pas pire, mais on en perd 8 000 par année. Alors, ça, la question que j'ai... Non, je pense que ça mérite correction. Là. OK. Ça, j'aimerais ça, parce que j'ai appris que la Ville en perd 8 000 et que l'on en plante 5 000. Alors ça, si je peux avoir une clarification là-dessus. Rétablir les faits, s'il vous plaît. Nommez-vous, s'il vous plaît. Pierre Jutras, donc chef de section biodiversité et écologie urbaine, 26 ans d'arboriculture à Montréal. Donc, les arrondissements plantent 6 000 arbres, et puis on en abat grossièrement à peu près 4 000 par année, qui sont des arbres là, qui sont malades et qui sont vieux. Donc, on a toujours un gain de 2 000 arbres annuellement. Et ça, c'est quelque chose que nous, on suit à la division au Grand Parc. Donc, les arrondissements nous fournissent ces informations-là annuellement tout le temps. Donc, c'est même des documents qui sont disponibles. Ça, c'est bon de savoir parce que j'ai convaincu qu'on allait avoir un problème de déforestation à Montréal. Ça va? Merci. Monsieur? Oui, bonsoir, Philippe Tremblay. Je demeure à l'arrondissement Verdun. Je fais du kayak dans le Saint-Laurent, puis je peux vous confirmer que l'été dernier, l'eau était pas mal basse. Ma question, je ne sais pas si vous l'avez déjà répondu, peut-être en partie, M. Drouin. Pouvez-vous confirmer qu'il n'y a aucune cible au niveau de la superficie des parcs et espaces verts au niveau de la Ville de Montréal ou des arrondissements? C'est un peu difficile à croire concernant les problèmes qu'on vient juste de mentionner, mais pouvez-vous confirmer que c'est vrai? En fait, ce que j'ai dit, il serait souhaitable qu'il y ait, mais je ne sais pas s'il y a déjà... je sais qu'il y a une cible canopée de 20 à 25 hein, Daniel? Il y a une cible, mais c'est global. Pour l'ensemble de l'île. OK. Ça, c'est la cible, mais il va y avoir... Je pense que Oui. Pardon, Madame Lucier, Daniel Lucier, s'il vous plaît. Alors, la cible est de
passer de 20 à 25 d'ici 2025. OK. Ça, c'est pour la canopée. Est-ce que la question pour monsieur, peut-être, est-ce que c'est un objectif par rapport au parc? Parc et espace vert. C'est ça. Là, Daniel Auder qui va vous répondre. La réponse, c'est que non, on n'a pas... Il y a des chiffres par rapport... Par exemple, quand il y a un lotissement, selon la loi sur l'urbanisme, une municipalité est en droit d'exiger 10 pour fin de parc. Vous comprenez qu'à Montréal, les lotissements, il y a bien des circonstances où il a déjà été fait depuis belle lurette, puis on n'est pas dans la mesure d'exiger ce 10 Par ailleurs, on a un objectif de protection des milieux naturels de 6 du territoire en milieu terrestre. On en a parlé amplement cet après-midi. Donc ça, c'est une cible. Mais je fais tout de suite une distinction entre la superficie des aires protégées, qui sont des espaces à vocation principalement de maximiser la biodiversité, et les parcs. Les parcs, on peut avoir un terrain de soccer, il n'y a pas de biodiversité sur un terrain de soccer, ou peu. Donc, et là, dans les parcs actuellement, on est à un pourcentage d'autour de 12 à Montréal, d'espaces verts et de parcs. Mais il n'y a pas d'objectif d'augmentation actuellement dans les politiques municipales, d'augmentation systématique, de dire on veut avoir tel pourcentage d'espaces verts et parcs. Cette catégorie-là n'est pas ciblée par une politique ou un énoncé quelconque, là, à ma connaissance. Madame Cinquemont, vous avez une question? Écoutez, pour la ville. OK. S'il vous plaît. Ben, si les conférenciers veulent commenter, bien sûr, ou donner de l'information. On emploie plusieurs concepts. Milieu naturel, espace vert, canopée, parc, jardin agricole ou pas, arbre. Bientôt, on va parler de l'herbe et des fleurs. Est-ce qu'il existe bon, ça, c'est une nomenclature. Est-ce que vous vous entendez sur les termes? Parce que je ne suis pas certaine qu'on s'entende, qu'on sache tout à fait de quoi on parle quand on parle de milieu naturel et d'espace vert, ou d'espace vert et de parc. Il y a comme un petit peu de confusion. Et si on pouvait démêler tout ça, est-ce qu'on pourrait à ce moment-là savoir où la ville de Montréal, par exemple, se situe? Je parle bien de la ville, pas de l'agglomération. Le PDM, c'est pour la ville. Où se situe la ville par rapport à des villes comparables. Je me rappelle, il y a à peu près 20 ou 30 ans, je ne sais plus trop, là, quand on disait que Montréal était en déficit d'espace vert, ça dépendait de ce qu'on comptait là-dedans. Alors, je suis un peu confuse. Là, effectivement, il y a beaucoup de termes qui se recoupent, et c'est des ensembles et des sous-ensembles et des intersections d'ensembles qui portent un peu à confusion. Mais je faisais référence cet après-midi à un document sur un bilan de la biodiversité à Montréal. À l'arrière de ce document-là, il y a un glossaire où on explique un peu ces termes-là. Je ne sais pas si tous les termes que vous avez mentionnés sont explicités. Je ne pense pas qu'on a défini l'arbre, par exemple. Là. On prend pour acquis que les gens savent c'est quoi. Mais encore là, c'est un peu discutable. Il y a l'arbre fruitier. Mais donc, on a défini ça. En ce qui concerne les statistiques, on tient un certain nombre de statistiques, oui. On a un tableau avec les statistiques. En gros, les parcs, c'est une désignation parc. Ça répond à une désignation municipale. Les espaces verts peuvent inclure d'autres types d'espaces verts qui ne sont pas nécessairement municipalisés. Je pense à un golf privé, par exemple. Souvent, on va utiliser l'espace vert pour englober d'autres. Les terrains institutionnels, par exemple, peut-être des fois peuvent être considérés comme des espaces verts sans être nécessairement des parcs. Donc, ça, je peux apporter cette petite nuance-là, mais ce sont des termes qui sont très proches. Là. Et est-ce que ces termes-là sont à peu près les mêmes qui sont utilisés par d'autres villes semblables aux nôtres? Et là, voilà toute la complexité de comparer les chiffres. Ça, dans Chicago et Montréal, est-ce qu'ils ont utilisé, je me rappelle, à un moment donné, les espaces verts à Laval, tous les corps d'école étaient des espaces verts. Parce qu'il faut comparer ce qui est donc, comparable. ce n'est pas nécessairement comparable. Donc, avant de comparer les chiffres, il faut faire une analyse sérieuse de ce qu'il y a derrière les chiffres. Donc, ces comparaisons-là entre villes, après ça, partir de pourcentage de temps d'hectares par citoyen, c'est toutes des analyses qu'on peut faire, mais qui ne se font pas, qui ne devraient pas être faites à la légère, selon moi, qui devraient être faites sérieusement. Oui. Je pense, bon, la réponse, je pense qu'il n'y a pas de cible.
Et ça, je ne savais pas personnellement. Je pense qu'il faut quand même réfléchir sur aussi, oui, laisser, mais voir l'équité de répartition. On sait aussi que les espaces verts ne sont pas répartis équitablement pour différentes raisons historiques ou autres. Par exemple, l'orme a disparu et bientôt peut-être que Rosemont a un gros problème de canopée aussi, puisque le frêne est attaqué actuellement. On ne sait pas si on va réussir à arrêter l'invasion de la guêpe du frêne. Et la question de qualité. Parce que, est-ce qu'on s'entend sur qu'est-ce qu'un arbre? Pour moi, le lilas japonais, pas persuadé. Mais pourtant, c'est planté et on a les données, grâce aux données ouvertes de Montréal, nous avons toutes les données des arbres sur rue, tige par tige, dans les arrondissements, à part quelques-uns. Je pense, entre autres, Verdun, qui a colligé tout ensemble par pâté de maison ces arbres, c'est plus dur, mais au niveau central, plusieurs quartiers, on a les arbres tige par tige, unité par unité, donc on peut commencer à regarder qu'est-ce qu'on a selon les quartiers comme qualité d'arbres. Parce que aussi, il faut regarder ça par rapport à la largeur des rues. Dans le plateau Montréal, un arbre qui n'a pas un très grand couvert, arborescence peut être intéressant, mais si on va dans un quartier industriel où les rues ont été construites pour faire passer des Boeing 747 à peu près, je parle de Pointe-Saint-Charles, je ne sais pas si vous avez vu, à certains Pointe-Saint-Charles, quand on va vers les terrains UCN, c'est 6 voies de large. Ça, c'est une rue résidentielle normale. Il y a des stationnements à chaque côté, puis après ça, il y a 4 voitures qui peuvent passer au centre. Mettre des lilas là, je veux dire que ça ne fait pas grand-chose. Par chance, cette rue-là, ce n'est pas des lilas. Mais n'empêche, et là, c'est toute la question de est-ce qu'on ne peut pas réaménager nos rues pour réduire la circulation et favoriser aussi une meilleure plantation d'arbres? Et là, on ne touche pas au privé, on ne touche pas au institutionnel, on est toujours sur le pouvoir de Montréal. Mais il y a des espaces sur rue qui peuvent être plantés beaucoup plus densément parce qu'on va aller chercher de l'espace d'empiètement sur les rues qui sont beaucoup trop larges. Bien entendu, souvent, on va nous dire il faut que les camions de déneigement aient tant d'espace pour pouvoir tourner. Est-ce qu'on peut réduire la dimension de nos camions de déneigement avec les changements climatiques où on aura peut-être de moins en moins de neige? Enfin, je ne sais pas si ça répond à votre partie de votre question. Ça va? Merci. Ça va? Oui. Monsieur? Bonsoir, Jean-Yves Bourdage, responsable du comité urbanisme et habitation de la table Interaction Peter McGill de l'arrondissement Ville-Marie. J'aimerais revenir sur la transversalité dont M. Rose parlait. Puis effectivement, souvent on voit différents services de la ville qui ne communiquent pas entre eux. Il y en a plein de cas. Par exemple, on parle de faire des toits blancs, de faire des toits verts, d'augmenter les îlots de fraîcheur. Puis en même temps, on accepte des immeubles avec des façades noires plein sud. Puis des tours, là, on parle de tours de 25 étages. Alors là, déjà en partant, il y a une absurdité. Monsieur Duchemin, vous parliez des cours avant qui disparaissent. Bien, parfois, la cour avant reste, mais là, on a un projet sur Bishop où est-ce qu'on a accepté que le promoteur envoie le stationnement jusqu'au trottoir. Et là, on dit, on va végétaliser. Autrement, ça va être des boîtes à fleurs qu'on va mettre sur du béton. Puis là automatiquement, l'eau de surface va simplement ruisseler dans les égouts. Il y a des cas aussi, vous parliez d'équité au niveau des espaces verts. Et justement, nous, dans l'arrondissement Ville-Marie, puis surtout à Peter McGill, c'est vrai qu'on a des espaces verts, mais ils sont presque tous privés. Puis les gens disent, oui, mais vous avez le Mont-Royal. Mais le Mont-Royal, d'abord, c'est un élément régional, puis c'est pas évident pour une famille, avec une poussette puis 2 enfants, monter la montagne pour aller prendre le frais. Et là, on se retrouve avec des absurdités hautes, du genre, on veut augmenter les superficies vertes du district, alors on est prêt même à acheter des stationnements pour transformer ça en espace vert, alors que 4 pâtés de maisons plus loin, on a, puis là je vais prendre un cas bien précis, le Jardin des Franciscains, qui est un espace naturel avec la falaise Saint-Jacques. Et là, par contre, on accepte de construire 2 tours de 20 étages en plein sur la falaise, avec les jeux d'ombre sur un espace qui est très dégagé. C'est là qu'on se dit, mais coudonc, je pourrais revenir à ce que M. Rose disait, la transversalité, elle fonctionne-tu ou elle ne fonctionne pas à Montréal? C'est vrai que c'est ça la question. Vous tenez à avoir une réponse à cette question-là de la part du panel? Des commentaires. Un commentaire? Monsieur Rose, vous avez abordé la question dans votre présentation. Je peux toujours donner un bon exemple parce que la Ville de Montréal parle de vouloir retenir les familles depuis des années. Et l'année dernière, la Ville-Centre a adopté un règlement
concernant le code de construction qui exigeait dorénavant que tout projet de mezzanine sur un triplex ait un escalier extérieur en arrière. Ça veut dire qu'il y a un escalier intérieur qui dessert la mezzanine, mais il faut ajouter un autre escalier à l'extérieur pour que le monde, si jamais le triplex prenne feu, mais ils peuvent sortir de la mezzanine sur l'escalier arrière. Alors j'ai parlé avec la ville et j'ai dit, mais vous savez que si vous exigez un deuxième escalier qui monte à la mezzanine et qu'une bonne partie des triplex, mettons, soyons généreux, un tiers des triplex ont des hangars avec des escaliers de secours dans les hangars, on ne peut pas monter un escalier dans l'hangar jusqu'à la mezzanine. Et le coût d'ajouter un escalier colimaçon en acier jusqu'à la mezzanine est cher. Ça veut dire qu'on vient de tuer pas mal de projets de la mezzanine dans l'œuf. Quand on parle de vouloir retenir les familles et qu'eux, en construisant une mezzanine sur un triplex, c'est une façon douce de densifier, de leur donner un espace qu'il faut pour les enfants. Mais c'est presque devenu impossible à cause d'une réglementation interne. On s'est dit, mais là, une voie part de vouloir garder les familles et aussi d'une densité à échelle humaine, et l'autre bras de la ville réglemente pour que ça devienne presque impossible. Alors ça, quand je parle de transversalité, je parle aussi que c'est un bel exemple de comment est-ce qu'on peut arrimer nos règlements à la ville pour que ça marche avec ce qu'on dit versus ce qu'on fait dans la réalité. C'est un bel exemple. Alors, il y a beaucoup d'exemples de même, mais il faut souligner les exemples pour qu'on comprenne qu'on a beaucoup d'intelligence à la ville, mais il faut bien se servir de cette intelligence d'une façon cohérente. Je pense qu'on hérite d'une structure municipale qui a peut-être besoin d'être dépoussiérée et de faire de la transversalité. Et je pense que c'est possible, ça arrive dans certains cas. Je parle plus dans le domaine de l'agriculture urbaine dans lequel on se trouve. Le gros problème qu'il y a eu, voici quelques années, de sols contaminés. Et là, on parle de transversalité, il faut aussi penser qu'il y a à l'intérieur de Montréal, la ville-centre et les arrondissements. Et là, il faut qu'ils se parlent. Et du fait qu'il y a eu un choc du sol contaminé, les arrondissements ont commencé à se parler, ils ont créé une table inter-arrondissement, qui est déjà un départ. On restait quand même dans le développement social, mais l'agriculture urbaine, c'est aussi la voirie, parce qu'il y a les accès à l'eau, il y a énormément d'autres services qui sont en ligne de compte, et c'est un peu dur. On a fait des études, on voit que les discussions sont difficiles. En fin de compte, ce qui se passe, c'est lorsque quelqu'un est travaille dans une division depuis très longtemps, l'expérience finit par connaître à peu près tout le monde dans les autres services, parce qu'il a fait affaire depuis 20 ans, ils se connaissent et ça fonctionne bien. Mais si c'est une nouvelle personne, c'est très difficile. J'espère qu'on va réussir. En agriculture urbaine, il y a un comité qui a été créé permanent qui regroupe des différents services de la Ville de Montréal qui s'occupent de ces questions-là d'agriculture. Donc, on voit qu'il y a peut-être une tendance à le faire, mais ça va demander une revision quelque part des structures complètes du fonctionnement. Est-ce que c'est dans un plan de développement métropolitain que ça va être fait? Peut-être un début, parce qu'il y a peut-être des nouvelles choses qu'on voudra mettre en place qui vont demander cette transversalité-là. Mais c'est quelque part c'est une structure issue de longue structure politique, issue de longtemps. Et je pense que aussi c'est aux citoyens de dire il faut refaire cette structure-là, remodeler quelque part ces divisions-là. Le développement durable qui a été créé est un peu l'idée pour les questions de développement durable de faire une transversalité. Mais ça ne sera pas du jour au lendemain. Et effectivement, il y aura toujours des incohérences. Et pour moi, actuellement, c'est les 2 tours qui sont sur l'île Sainte-Hélène, pas l'île Sainte-Hélène, mais l'île des Serres qui me grattent les yeux. Je ne comprends pas qu'on a laissé monter des tours comme ça qui cachent la vue de Montréal, mais ça fait partie sûrement des incohérences quelque part que je n'ai pas encore fouillées. Monsieur Bourque, vous vouliez ajouter quelque chose? Bon, en fait, je voulais juste dire que nous, dans notre info, ce qu'on constate qui est assez frappant, c'est qu'on fait souvent des analyses historiques, puis on regarde comment les populations ou les communautés ont vu leur vulnérabilité au climat et au changement climatique évoluer dans le temps. Puis, en fait, le constat souvent, c'est qu'on réalise que si les changements climatiques se produisaient dans les années 20 ou des années 30, on serait probablement moins vulnérable. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a d'autres facteurs qui ont changé, l'économie, etc., mais les communautés, les gens avaient tendance à être plus adaptés et plus conscients de leur climat autour d'eux. Mais c'est clair que les années 60, 70, 80, avec donc des technologies qui sont arrivées pour théoriquement compenser tout ça et nous déconnecter de la variable climat,
tout ça dans une approche où le climat était stationnaire, etc. On fait en sorte qu'on a peut-être un peu perdu certains paramètres vraiment fondamentaux de base là, autour de l'aménagement du territoire, des infrastructures, des bâtiments, en optimal avec le climat. Alors, c'est une remarque que je fais parce que c'est vraiment, on constate ça dans les zones côtières, dans les zones éloignées, etc. Tu sais, même les Inuits qui ne fonctionnent plus avec les igloos, puis qu'on les a tous mis dans des bâtiments qui sont tout à fait inappropriés au climat qu'ils ont, puis encore plus au changement climatique. Donc, on voit ça à grandeur de la province. Merci. J'ai un dernier commentaire. En fait, c'est ce qui pose comme question. Est-ce qu'on veut gérer en fonction des paramètres du développement durable? Hein? Environnement, société, économie, puis prendre les bonnes décisions. Moi, j'ai été témoin, puis d'ailleurs, nos structures sont toutes, la plupart, on a le même problème dans le réseau de la santé, beaucoup de silos. Il y a le même problème au niveau du gouvernement. On a le silo du MAMRO, le silo du MTQ, le silo du MDDEP, puis souvent, ils ont de la difficulté à se parler également, pour amener une cohérence dans les interventions. Moi, je pense que ce que je vois émerger, il y a une volonté là, d'intégrer davantage. Je le vois concrètement dans certains dossiers, comme par exemple, j'avais été invité à discuter d'un plan de déplacement dans un arrondissement de la ville de Montréal. Et autour de la table, il y avait travaux publics, urbanisme, développement social, la Ville-Centre, la STM, le MTQ. Donc là, il y avait une intégration à la fois interne à la ville, mais aussi externe parce qu'il y a d'autres intervenants qui interviennent sur le domaine public montréalais. C'est la première fois que je voyais ça. C'était intéressant. Mais c'est ça le défi, de faire de notre ville une ville intégrée, durable, c'est de casser les silos et de travailler en arrimage. Mais des fois, c'est difficile, mais je pense qu'on s'en va vers ça. Bon. J'espère. Juste un dernier petit détail. Vous parliez justement de revoir la prise d'eau pour le fleuve si jamais il y avait des changements au niveau du niveau du fleuve. Mais peut-être aussi, je sais que ça n'a pas rapport avec le concept vert, mais c'est un rapport avec le durable, par exemple, parce que la source d'eau, c'est ce qui est le plus important pour une population. Sachant qu'en amont, dans le lac Ontario, on a toute une série de réacteurs nucléaires. À Pickering, ils ont régulièrement des problèmes de fuite d'eau radioactive. Est-ce que ce serait pas plus logique qu'à très long terme, Montréal essaie de trouver son approvisionnement en eau dans une autre direction que de le prendre du fleuve qui arrive du lac Ontario? C'est juste ça que, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire là-dessus. Vous voulez dire quoi, juste de puiser son eau ailleurs? Oui, genre peut-être, je ne sais pas, peut faire une entrée d'eau par l'affluent de la Gatineau ou carrément faire comme à New York, avoir un réservoir. Si je prends Montréal, c'est que l'usine des Baillets prend son eau en bas des rapides. C'est une des eaux des meilleures qualités. D'accord, mais c'est parce que si on a un problème de contamination au niveau du lac Ontario, c'est cette eau-là qu'on va boire. Vous voulez dire en lien avec les changements climatiques? Pas tout à fait, mais c'est nucléaire. En termes d'accident nucléaire, de risque. Même une simple fuite, pendant quelque temps, on risque d'être à la bouteille. Écoute, là-dessus, parce qu'à ce moment-là, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer, soit un déversement d'huile d'un bateau qui passe. Pour le moment, là, je n'avais jamais pensé sur cette perspective-là. D'accord. Merci de nous laisser sur vos cauchemars, là. On va dormir là-dessus. Monsieur. My name is Mojtaba Sayouni. I'm an architect and... Get closer to the microphone. I'm an architect and solar climatic analyst. And toward developing comfortable energy and energy efficient living spaces of tomorrow, we should consider the essential effect of the sun and climate. And considering the fact that in Montreal and a lot of areas in Canada, you have remarkable solar radiation in comparison with the European
cities. I would like to ask how you forecast the future of solar architecture in Montreal. And when I talk about solar architecture, it's not about only using the collectors and PVs. It's how we can locate buildings and shape the neighborhood in order to have a comfortable situation inside the building, as well as in the outside areas, and considering the fact that it's not possible to optimize, it's possible to optimize both situations, but I mean that by developing a number of energy efficient buildings beside each other, can we make a green and comfortable situation in our cities? For an example, I can tell you that a building that receives lots of solar radiation, it produces lots of shading beside that. And what is your opinion? What we should do about this? Should we consider the comfort factor in urban areas, or we should have an energy efficient approach? Thanks. En fin de compte, je pense que sur la question du rayonnement solaire, la capacité de mieux orienter les... Ouais. C'est une excellente question que nous on réfléchit, puisqu'en agriculture, on a besoin de soleil pour nos plantes. Donc, c'est à quel endroit va être le jardin par rapport aux bâtiments, surtout que les bâtiments font 3-4 étages. Et à Montréal, il existe, par exemple, la maison productive, Productive House, qui a conservé sa façade d'origine, mais qui a fait un petit angle derrière pour aller chercher le plus grand ensoleillement. Bien entendu, dans des quartiers déjà existants, c'est un peu dur de changer la direction des rues. Donc, il faut faire le bâtiment. Mais dans les nouveaux développements, je trouve toujours surprenant, et donc, discussion même des citoyens ont tendance à vouloir prolonger les rues. Tu dis, non, il faudrait les tourner un petit peu, 15 degrés. On va aller chercher l'ensoleillement maximum, mais souvent, on ne le fait pas. Et j'ai un collègue architecte qui a fait des projets comme ça, et souvent, il disait, oui, mais là, il y a un problème parce que le réseau d'eau en dessous, il va falloir des coudes qu'on n'a pas. On n'a pas cet angle-là dans les coudes. Donc, c'est des défis à relever, mais je pense effectivement que le nouveau développement devrait logiquement être orienté pour aller chercher un maximum d'ensoleillement pour les bâtiments. C'est une réalité. Et de là aussi, en général, quand on regarde, c'est aussi le meilleur ensoleillement pour les jardins, pour les balcons et autres. Tout va ensemble. Et c'est logique là, je veux dire, pour le développement de quartier, de changer un peu. Et après ça, on verra en dessous. Je suis sûr qu'on est capable de... Et là, depuis, lui, il a vu cette expérience-là, ça fait déjà 5 ans. Je suis sûr, depuis ce temps-là, ils ont sûrement inventé les nouveaux coudes qui vont permettre de faire ces tournants-là pour raccorder avec les anciens services. Et peut-être en même temps, ça va aider le ralentissement des voitures parce qu'il va falloir qu'ils prennent un tournant, les gens vont ralentir. Donc, double gain, plein de gains à faire. Ah, je n'avais pas pensé à cette mesure d'apaisement-là. Monsieur Rose. La réflexion est très pertinente. Il y a même une évolution dans les milieux de la construction écologique en parlant avec d'autres architectes où l'on arrive à la conclusion que plus de gadgets écolos n'est pas nécessairement la meilleure solution. Et on revient sur nos pattes un peu en regardant le concept allemand Passive House, qui est les maisons solaires passives. Et c'est intéressant, mais le Canada était un des leaders dans la construction Passive House. Dans les années 70, ils ont fait beaucoup d'expériences sur les prairies canadiennes, où il fait très, très, très froid l'hiver. Et on avait la recette assez simple. Beaucoup de résistance thermique, alors beaucoup d'isolant dans les murs, une belle étanchéité de la maison, alors par vapeur étanche, avec un échangeur d'air, échangeur de chaleur. Alors, la seule machine, c'est un échangeur d'air qui, par la loi, de toute façon, est exigé dans toute nouvelle construction. Mais avec la construction Passive House, on élimine presque à 100% le besoin de chauffage autrement, parce que le corps humain, la cuisine, la douche, le nettoyage chauffe assez bien la maison.
Et que le concept Passive House ne dépend même pas d'être orienté sur le plan solaire à 100%. Avec une belle étanchéité, avec un bon isolant thermique, un bon bâtiment peut être quand même Passive House est très efficace sans avoir la meilleure exposition solaire. Et c'est une façon de juste bien construire sans beaucoup de gadgets et ça fait des bâtiments hyper confortables à l'intérieur. D'en mettre d'une fenêtre, on est encore confortable parce que la maison est bien conçue, la température ambiante est très confortable. Si l'on perd de l'électricité pendant 1 ou 2 semaines en plein hiver, on est encore capable de vivre dans la maison. Alors, c'est une nouvelle tendance qui s'installe dans la mentalité de construction écologique. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la simplicité. Et la simplicité, pas d'entretien de toutes sortes de mécanismes qui commencent à briser après 5 ans. C'est la simplicité et que c'est une façon sage. En Autriche, l'habitation sociale est toute construite sur le plan Passive House. Ça se fait ailleurs et ça peut se faire ici. Ce n'est pas la grosse technologie, c'est ça qui est le fun. Et on voit que cette tendance commence à s'installer. Alors, Passive House ou les maisons solaires passives, mais ne trompez pas vous avec l'idée solaire. Oui, l'idéal, c'est une belle orientation solaire, mais ce n'est pas absolument nécessaire. On peut composer avec d'autres orientations. Alors, c'est une façon de voir et c'est une belle simplicité. Monsieur Beau? Enfin, je voulais juste en profiter pour partager une expérience personnelle. Je viens de terminer un projet d'agrandissement côté sud. Alors, on a mis beaucoup de vides de fenêtres et puis ça fonctionne. On a passé l'hiver. À plusieurs fois, on n'avait pas besoin de chauffer parce que le rayonnement entrait, ça réchauffait. Et puis, on a des érables centenaires sur le terrain. Et là, l'été est arrivé, période de chaleur. Les feuilles apparaissent. À date, ça semble assez bien fonctionner. C'est fantastique. Mon expérience que je veux partager, c'est de dire que ça a été assez difficile à mettre en place à cause du secteur de la construction résidentielle. Donc, travailler avec les constructeurs, avec ceux qui fournissent les produits, qui seraient probablement en bonne position pour nous conseiller et aller dans les bonnes directions et qui nous proposent en général des approches qui ne vont pas dans le sens de ça. Alors, tout à l'heure, monsieur me disait qu'il fallait que j'aille un bon architecte écologique pour pouvoir... Alors, il faut réussir à passer, puis je pense que c'est une importante barrière à l'opérationnalisation de tout ça, c'est de réussir de faire passer les innovations, les idées nouvelles vers des applications commerciales courantes. Même chose pour les toits blancs, par exemple. Il y a 10 ans, j'avais demandé à un couvreur si je pouvais avoir un toit blanc, puis je pense qu'il me regardait avec les yeux grands de même. Ben, c'est ça, je veux dire, c'était pas... Et à cette heure, aujourd'hui, c'est rendu relativement commun à Montréal. Tout le monde veut se lancer là-dedans. C'est rendu une opportunité d'affaires, alors qu'autrefois, il y avait peu d'orientation du secteur. Alors, je ne sais pas si la Ville de Montréal peut jouer un rôle là-dedans pour tenter de faciliter cette transition-là, puis activer l'innovation qui a tendance à être trop lente au goût de certains. Je pense que oui. Dernière question. On approche les 22 heures, mais ça va bien, ça va bien. Good evening. It's well known that environmental impacts are experienced disproportionately by the economically and socially disadvantaged. And climate change the research is showing that climate change will have the same disproportionate impact on the economically and socially disadvantaged. What can the city do, or what is the city going to do to give special consideration to ensure that these populations are able to adapt to climate change and not experience the worst impacts of it? Thanks. Could you provide us with your name, please? Yeah, sorry, Carl Bickerdijk. I'm a sustainability planner. En ce qui nous concerne en santé publique, on a beaucoup travaillé sur un plan d'action lors des épisodes de chaleur accablante. Et carrément, les quartiers les plus défavorisés ont été priorisés pour éviter l'excès de décès qu'on a d'ailleurs bien documenté à Paris lors de la désormais célèbre épisode de 2002 ou 2003, je crois. Donc, c'est très clair. Ce que vous soulevez, c'est un enjeu fondamental. C'est la réduction des inégalités sociales de santé associées au changement climatique. Puis nous, ce qu'on voit, c'est en lien beaucoup avec les événements climatiques extrêmes, où souvent, c'est les personnes les plus vulnérables. Donc, la première mesure, c'est d'avoir
un plan d'action en termes de mesures d'urgence musclées. Comme par exemple, à Montréal, on a identifié toutes les personnes vulnérables à la chaleur dans tous les C3S concernés. Et lorsqu'on décide d'émettre un avis de mobilisation parce qu'on a dépassé notre plateau de plus de 3 jours en haut de 33 degrés Celsius, ces personnes-là sont rejointes par les services des C3S pour appliquer des mesures de prévention. Donc, c'est un exemple concret que nous avons donné. L'autre exemple, puisque je démontrais dans ma présentation, surtout relié à la circulation automobile, quand je vous montrais la carte sur l'impact de la pollution de l'air reliée au trafic dans les quartiers centraux ou en lien avec le bruit ou les traumas routiers, c'est les personnes souvent les plus démunies, hein? Ceux qui vivent dans les habitations à loyer modique le long de métropolitains, ce n'est pas les gens qui sont économiquement favorisés. On a les chiffres qui démontrent que ce sont les personnes les plus démunies, parce que le cadre foncier est beaucoup moins dispendieux, puis les gens vont habiter là. Donc, c'est clair qu'on a une préoccupation par rapport à ça. Et on veut avoir des discussions pour éviter que ces situations-là se répètent dans le futur. Je pense que c'est vraiment une très question importante parce que les quartiers défavorisés, c'est ceux où le verdissement souvent est le plus faible. Parce que c'est d'anciens quartiers industriels. Les personnes les plus vulnérables vivent en général dans les logements les moins chers, donc les plus sujets à avoir des fortes températures. Et souvent, les seules solutions qu'ils ont, c'est de mettre un air climatisé qui va consommer encore plus d'énergie, donc il va encore les rendre encore plus vulnérables parce que l'énergie, il va falloir qu'ils le payent, c'est pas gratuit. Et c'est quand même une grosse campagne Hydro-Québec de climatiser, c'est bien, ils consomment plus d'énergie, mais c'est pas ça, c'est la bonne solution. Et je pense qu'il y a un effort à mettre au niveau du verdissement dans les quartiers défavorisés. Et le grand défi qu'il y a à avoir, c'est où sont rendus ces quartiers défavorisés-là avec les évolutions croissantes à Montréal où les gens se déplacent. Il y a certains quartiers, comme Pointe-Saint-Charles, que je connais bien, où il y a quand même beaucoup de logements coopératifs et sociaux qui permettent de maintenir une population, mais la gentrification, elle est partout. Et les personnes défavorisées se ramassent de plus en plus loin ou de plus en plus morcelées dans des petites unités comme entre autres la place Benoît. C'est plus des quartiers, c'est des micro-quartiers où là, ils se ramassent là. Et il y a un effort à mettre, et entre autres au niveau de l'agriculture urbaine, des jardins, parce que c'est un peu le verdissement. Effectivement, il n'y a pas de canopée, mais c'est un double jeu de sécurité alimentaire et d'espace vert, et on peut jumeler ça à un parc. C'est un peu surprenant que ce n'est pas les quartiers les plus défavorisés qui ont le plus d'accès à des parcelles. Le quartier où il y a le ratio le plus important, l'accessibilité le plus important pour les jardins communautaires, c'est Huntsic, Cartierville. Parce qu'il y a un très grand jardin. D'autres quartiers comme Centre-Sud, Pointe-Saint-Charles, très faible accès. Donc, je pense que ces questions-là, dans un développement, doivent être pensées au niveau du bâtiment, au niveau de l'urbanisme et du verdissement. Monsieur Beau? Oui. Vous vouliez intervenir? En fait, oui, un peu comme Louis disait, je pense que ce qui est important, c'est de cartographier les risques biophysiques, effectivement, en lien avec les changements climatiques, mais de superposer de ça avec une cartographie des vulnérabilités socio-économiques. Et c'est vraiment l'addition des deux qui permet de bien évaluer et de bien prioriser les interventions. Puis j'en profite pour sauter sur ce commentaire-là pour peut-être donner l'exemple qui se fait, par exemple, à New York. Je sais qu'à New York, ils ont formé un genre de comité aviseurs de scientifiques, autant biophysiques que socio-économiques, pour tenter d'orienter la ville, puis c'est souvent un comité externe indépendant, mais d'essayer d'orienter la ville de New York par rapport à leurs initiatives d'adaptation. Puis ça intègre des gens de différentes disciplines qui peuvent apporter différents types de solutions, aborder à la fois les risques biophysiques, les risques socio-économiques. On parlait de transversalité tout à l'heure, c'est en plein un exemple de ça qui est particulièrement intéressant. Je sens qu'on a des réponses toutes prêtes, là. En fait, dans le plan de développement de Montréal, ce qui est proposé, c'est d'agir en priorité dans les secteurs défavorisés et de concentrer les efforts. Et quand on parle justement de travailler de façon intégrée, en fait, ce qui est proposé, c'est vrai qu'on cible, maintenant c'est plus des petits secteurs, avant c'était des quartiers, maintenant c'est des petits secteurs où il faut intervenir, mais
tant au niveau social qu'au niveau de l'environnement, au niveau économique, que du bâti. C'est sûr qu'il y a une corrélation entre les gens plus démunis et le cadre bâti, l'environnement, les espaces sociaux, les services. Donc, ce qui est proposé, c'est de travailler de façon intégrée et on travaille justement avec l'ensemble des services, avec les différents programmes, à travailler sur des quartiers, en fait, un quartier pilote où on veut vraiment agir de façon intégrée pour avoir un plus gros impact avec nos programmes, nos différents programmes. Et je pense qu'effectivement, c'est un exemple là, de travailler de façon intégrée, mais l'ensemble des dimensions. Là, ça va jusqu'à l'aménagement du domaine public, le verdissement, mais aussi l'aide à la personne et les services collectifs. Vous voulez vous nommer, s'il vous plaît, pour faciliter la transcription? Oui, mon nom est Sylviane Duplanty, je suis chef de division à la planification urbaine au service de la mise en valeur du territoire. Très bien, merci. Oui, si vous permettez, j'ai juste une dernière commentaire. Pierre Brisset, mon nom. Question des arbres. Je vis sur la rue Bourbonnière, qui est une rue ultra large qui pourrait couper 4 mètres sur la rue pour que vous avez parlé de plantation d'arbres. Mais la pire tragédie que je vis, que j'ai vécue, c'est que le voisin a décidé de renforcer son mur et donc il a exigé de mon propriétaire de couper 3 arbres matures, des érabliers de 60 pieds d'auteur, pour réparer son mur de fondation. Et puis moi, je dis quand même, la technologie doit exister de réparer des murs de fondation sans être obligé de couper des arbres matures de 60 pieds d'auteur. Et puis depuis qu'ils ont coupé les arbres, la température chez moi a augmenté de 5 degrés les étés. Et c'est là où j'avais appelé la Ville de Montréal pour dire, écoutez, je ne comprends pas comment vous avez donné un permis de couper ces arbres-là. Puis ils m'ont répondu, bien, c'est sur des propriétés privées, on n'a pas de contrôle là-dessus. Alors, la question, c'est que si on parle de verdissement, de ce qu'on appelle vos recouvrements, je n'ai pas le terme exact que vous avez utilisé, c'est qu'en quelque part, je crois qu'il faudrait rendre disponible aux citoyens, ceux qui veulent réparer leur mur de fondation, peut-être leur donner des indices, comment, peut-être ça coûterait un peu plus cher auprès de l'entrepreneur, mais en quelque part, je pense que couper des arbres de cette envergure-là qui donnait la couverture, c'est le mot que je cherchais, la couverture sur des bâtiments, je crois que c'est important de revoir cette situation-là sur les propriétés privées. Je ne sais pas, Owen, si vous avez eu ces genres de problématiques-là. Mais Ce que je peux répondre, la politique de l'arbre est assez claire sur ça. C'est pas privé ou institutionnel ou autre. On n'a pas le droit de couper des arbres à moins d'avoir un permis. Et c'est pas parce que c'est chez vous que tu as le droit de plus de couper l'arbre. Il faut qu'il y ait des raisons assez précises que l'arbre est en train de faire s'écrouler la maison par des racines, etc. Et le permis n'est pas donné parce que c'est privé. C'est pas vrai, la politique de l'arbre, mais justement, c'est bien quelque chose qui peut fonctionner à ce niveau-là. C'est la politique de l'arbre oblige un propriétaire de replanter un arbre équivalent en qualité si on coupe un autre arbre. Souvent, même si on fait ça, on n'a pas nécessairement le droit de couper le premier arbre qu'on a. Donc, c'est information. Par ailleurs, est-ce que des techniques existent pour les fondations? Là, je laisserai mon collègue architecte de voir s'il existe la technique. Ça, je ne suis pas au courant. Malheureusement, je n'ai pas la réponse magique pour ça. C'est toujours la question de construire autour des racines, parce que n'oubliez pas, la couronne de l'arbre en haut est équivalent en racines en bas. Alors, quand il y a des travaux au sous-sol, c'est certain que les racines, ça pose un gros problème. Mais par rapport à l'expertise autour de ça, il faut parler avec un agronome, un horticole, ou quelqu'un qui connaît mieux les arbres, les gestions des arbres. C'est pas évident. En tout cas, je voulais juste citer un exemple de problème d'augmentation de chaleur à cause de la coupure de la couverture. Et la personne a obtenu un permis en passant. Quand j'avais appelé la ville, c'était pour questionner comment ça se fait que vous avez autorisé un permis. Puis ils m'ont dit qu'il n'y avait pas le choix. Voilà. Merci. Il peut avoir un permis. Alors, sur ce, permettez-moi de remercier notre panel, M. Drouin, Duchemin, Bourque et Rose, pour vos présentations et votre patience et votre éclairage dans la réponse à toutes ces questions qui ont été posées. Merci beaucoup. Alors, avec la fin de cette session, donc, nous terminons la période d'information.
Alors, dès demain, vous pourrez vous voir à l'écran parce que la web diffusion sera disponible dès demain, même la session de ce soir. Donc, tout ce qui a été fait depuis le 3 juin sera disponible sur web diffusion. À compter de demain, vous pouvez aussi nous informer de votre intention de participer à l'étape suivante qui est celle des audiences. Donc, n'attendez pas, s'il vous plaît, à la dernière minute, ne serait-ce que pour nous permettre de planifier les sessions d'audition et voir combien de mémoires on aura épluché à 3. Donc, n'attendez pas la dernière minute, s'il vous plaît. Merci encore d'avoir participé à cette session. Merci à ceux qui nous ont suivis sur le web et à une prochaine. Merci beaucoup.